et nous approchons du domaine microscopique, l'image familière d'un espace où tout se comporte de façon prévisible commence à s'effacer devant un monde à la structure beaucoup plus incertaine. Et si nous continuons de rapetisser pour devenir des milliards de fois plus petits que les plus petites bribes de matière, les atomes et les minuscules particules qui les composent, les lois de l'infiniment petit, c'est-à-dire la mécanique quantique, nous montrent que le tissu de l'espace devient agité et chaotique. Et pour finir, nous arrivons dans un monde tellement turbulent qu'il défie le sens commun. Ici-bas, l'espace et le temps sont si tordus et sont si déformés que nos concepts traditionnels de gauche et de droite, de haut et de bas, et même d'avant et d'après, disparaissent. Il n'y a aucun moyen de dire avec certitude si je suis ici, ou bien aux deux endroits à la fois. Ou peut-être suis-je arrivé ici, avant d'arriver ici. Dans l'univers quantique, on ne peut pas cerner quoi que ce soit avec précision. C'est un endroit mouvementé et frénétique par nature. L'image fluctuante et saccadée de l'espace et du temps que prédit la mécanique quantique est en opposition directe avec le modèle géométrique lisse et ordonné décrit par la relativité générale. Pourtant, les physiciens sont persuadés que tout, depuis la danse effrénée des particules subatomiques jusqu'au tournoiement majestueux des galaxies, devrait pouvoir être expliqué par un seul grand principe physique, une seule équation générale. Si on parvenait à découvrir cette équation, la façon dont l'univers fonctionne réellement à tout instant et en tout point nous serait enfin révélée. Voyez-vous, ce qu'il nous faudrait, c'est une théorie qui puisse enfin expliquer l'infiniment petit et l'infiniment grand. Théorie qui engloberait aussi bien la mécanique quantique que la relativité générale, et qui ne serait jamais prise en défaut. Jamais. Pour un physicien, trouver une théorie conciliant la relativité générale et la mécanique quantique est une sorte de quête du Graal. Parce qu'un tel système nous donnerait une seule théorie mathématique qui saurait décrire toutes les forces qui régissent notre univers. La relativité générale décrit la plus connue de ces forces, la gravité. Mais la mécanique quantique décrit aussi trois autres forces. L'interaction forte, c'est la force qui maintient collés ensemble protons et neutrons à l'intérieur de l'atome. L'électromagnétisme, qui produit la lumière, l'électricité et l'attraction magnétique. Et l'interaction faible, c'est la force qui est à l'origine de la désintégration radioactive. Tous les phénomènes naturels, de la fission de l'atome à la naissance des étoiles, ne sont rien d'autre que les interactions de ces quatre forces avec la matière. Albert Einstein a passé les 30 dernières années de sa vie à chercher une manière de décrire les forces de la nature au moyen d'une seule et unique théorie. Et aujourd'hui, la théorie des cordes pourrait concrétiser son rêve d'unification. Pendant des siècles, les physiciens se sont représentés les éléments constitutifs de la nature, les atomes et les particules encore plus petites qu'ils contiennent, comme des balles minuscules ou des points. Or, selon la théorie des cordes, il y aurait au cœur de chaque bribe de matière un minuscule brin d'énergie en vibration appelé corde. Et une nouvelle génération de chercheurs est persuadée que ce sont ces cordes qui permettront de réunir l'infiniment grand et l'infiniment petit en une seule et unique théorie. Mais cette nouvelle théorie ne fait pas l'unanimité. Jusqu'à présent, aucune expérience n'a permis de vérifier l'existence de ces cordes. Il y a les physiciens et il y a les théoriciens des cordes, des gens qui se consacrent à des questions auxquelles l'expérience ne peut pas répondre. Ils refusent de l'admettre.
Mais c'est une physique qui n'est pas encore testable. Elle ne fait aucune prédiction qu'on puisse vérifier grâce à des expériences en laboratoire ou par des observations dans l'espace ou au télescope. Or, on m'a toujours appris, et je le crois encore, que la physique est une science expérimentale. Elle se fonde sur des expériences ou, dans le cas de l'astronomie, sur des observations. Au début, beaucoup de chercheurs se disaient que la théorie des cordes était simplement une histoire de fou. À dire vrai, l'étrange façon dont cette théorie s'est développée en une série de tours, de détours et d'accidents ne pouvait que les conforter dans cette idée. Et de fait, à sa naissance même, cette théorie a acquis la dimension d'un mythe. Un mythe que voici. À la fin des années 60, un jeune physicien italien, Gabriele Veneziano, est à la recherche d'un ensemble d'équations pouvant expliquer l'interaction forte, la colle extrêmement puissante qui maintient le noyau de chaque atome en liant protons et neutrons. Un jour, c'est du moins ce qu'on raconte, il ouvre un vieux livre poussiéreux sur l'histoire des mathématiques et il trouve une équation énoncée 200 ans auparavant par un mathématicien suisse, Léonard Euler. Veneziano est stupéfait de découvrir que l'équation d'Euler, depuis longtemps tenue pour une simple curiosité mathématique, semble décrire une interaction forte. Il publie rapidement un article et devient à jamais célèbre pour cette découverte. Mais l'équation d'Euler, qui explique miraculeusement l'interaction forte, acquiert alors sa dynamique propre. La théorie des cordes vient de naître. Petit à petit, elle se diffuse et atterrit un beau jour sur un tableau noir que regarde un jeune physicien américain, Leonard Susskind. Aujourd'hui encore, je me souviens de la formule. La voici. Je l'ai regardée, je me suis dit, elle est tellement simple que même moi je peux la résoudre. Susskind se retire dans son grenier pour réfléchir. Il sait que cette équation est la description mathématique de l'interaction forte. Mais sous les symboles abstraits, il a entreaperçu quelque chose de nouveau. J'ai joué avec, je l'ai trituré dans tous les sens. J'ai passé 2 mois enfermé dans mon grenier. La première chose que j'ai vue, c'est qu'elle décrivait une particule dotée d'une structure interne qui pouvait vibrer. Et pas simplement une particule ponctuelle. Et j'ai commencé à me rendre compte qu'il s'agissait d'une corde. Un peu comme un élastique, ou comme un élastique coupé en deux. Et que cet élastique pouvait non seulement s'étirer et se contracter, mais aussi osciller. Et merveille des merveilles, il correspondait exactement à l'équation. J'étais certain à ce moment-là d'être le seul sur Terre à le savoir. Susskind rédige un article qui présente l'idée révolutionnaire des cordes. Mais avant d'être publié, son article doit être lu par un comité d'experts. J'étais convaincu qu'on allait me le renvoyer avec les mots « Susskind et le nouvel Einstein », ou peut-être même « le nouveau Newton ». Mais il m'est revenu avec la mention « assez médiocre, ne mérite sans doute pas d'être publié ». J'en suis littéralement tombé par terre. Ça m'a choqué, déprimé, attristé, j'étais effondré. Alors je suis rentré chez moi et j'ai pris une cuite. Susskind noie donc son chagrin. Et il semble bien que le rejet de son article sonne le glas de la théorie des cordes. Car, au même moment, la physique traditionnelle est en train d'adopter l'idée de particules en forme de points et non de cordes. Depuis des décennies, les chercheurs étudient le comportement des particules microscopiques en les faisant s'écraser les unes contre les autres à grande vitesse et en étudiant le résultat de ces collisions.